Je faisais mes vidéos toujours par passion qui me prenait un temps fou à tourner et à monter. Je voulais juste pouvoir avoir une certaine communauté. Je savais pas quelle taille, mais je voulais avoir une interaction avec une communauté. Donc j'étais en soi un des premiers à faire des vidéos avec de la voix off parce qu'en fait, je tournais tellement de trucs, mais je voulais raconter ce que je faisais. On peut répondre aux commentaires sur TikTok. Faut pas hésiter, répondre aux commentaires en vidéo. Donc faut pas hésiter justement à prendre des commentaires négatifs, les afficher en vidéo en disant genre tu me critiques, bah ouais ok, du coup je t'affiche devant tout le monde. Moi si je m'en fous des commentaires négatifs, c'est parce que ça me fait plaisir de poster des vidéos avant tout. Bonjour, c'est Anna Paulina. Je t'emmène avec moi à la rencontre de personnalités originales et atypiques pour découvrir leur univers au-delà des apparences et des préjugés. Ensemble, on va discuter de leur métier, de leur passion et de ce qui les anime au quotidien. Oh les petits plaisirs d'Anna, oulala, oh les petits plaisirs d'Anna, Paulina. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Bruno Graffer, qui se définit comme un peintre-pitre. Ouais c'est ça, Ça te convient bien? ça me convient, c'est ma description sur Instagram il me semble. Peintre exubérant aussi, j'aime bien ce mot parce que c'est assez justement exubérant. Tout à fait excentrique, exubérant, Et pop. c'est ça, et pas envie d'être dans une certaine norme, dans certains clichés, comme tu l'as dit justement dans ton introduction. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut commencer par le début? Peux-tu m'en dire un peu plus sur toi? Je sais que tu as fait une école d'art appliqué. Oui. Donc, quel a été ce processus? Tu as été aussi photographe? Oui. Tu me racontes tout ça? Je te raconte tout ça, bien sûr, avec plaisir. En fait, moi, la volonté ou le rêve lointain d'être artiste, créateur de contenu, tout ça, c'était quelque chose qui est pour moi inatteignable à tel point que je ne m'y intéresse même pas. Tu vois. Ça reste quelque chose qui est dans un coin de ma tête, mais genre à 1%, je me dis ça pourrait être ma vie plus tard. Donc, en fait, quand tu es enfant, tu as déjà envie de créer? Non. Non, pas du tout. Ça Non, vient non, plus- quand je suis enfant, c'était... je voulais avoir un métier du style designer, architecte. Il y a mon grand frère qui est designer d'intérieur, par exemple. Un autre qui est aussi musicien. Donc c'est beaucoup dans la création. Mais je vois que ils galèrent pas mal dans leur vie, déjà, pour arriver à joindre les deux bouts. Donc je me dis que je vais plutôt partir sur un métier comme eux, mais quand même appliqué à quelque chose de concret. Donc comme mon grand frère qui fait designer d'intérieur. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était le graphisme et l'architecture. Parfait. Et donc, à ce moment-là, lorsque tu sors du lycée, tu décides de postuler en école? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, j'avais deux vœux, c'était architecte ou designer graphique. J'ai raté les concours d'architecte et je me suis retrouvé en designer graphique. Au final, il se trouve que même si architecte, je préférais, l'autre formation m'a beaucoup plus plu, sachant que la première année, en plus, c'était une ouverture culturelle avec une mise à niveau en art appliqué. Ça s'appelle la MANA, en fait. Je suis pas sûr que ça existe toujours. Mais en gros, on testait plein de techniques artistiques, plein de choses pour rattraper le bac qui était spécialisé en art appliqué à la base, D'accord. SCD2A. Est-ce que le bac art appliqué, c'est le même que le bac qu'on passe, par exemple, quand tu fais option art plastique? Ou c'est complètement Non, je crois différent? option art plastique, c'est une option que tu rajoutes. Oui, parce à que un c'est ce bac que j'ai général. fait. C'est pour ça Ok. que je te pose la Et là, question. c'est vraiment un bac ST2A qui est complètement dédié aux arts appliqués. D'accord. Et donc là, tu apprends toute l'histoire, la base, en fait, tout Ouais, c'est ça. simplement. On a des cours d'histoire de l'art, on a des cours de pratique dans le dessin, on a des cours de couleurs pour arriver à du coup comprendre comment les couleurs interagissent entre elles, on a des cours de volume, parce qu'en gros, ça regroupe aussi toutes les formations liées au design et non pas que le graphisme. Donc j'ai eu des cours pour découvrir le design de mode, de textile, de design industriel, donc design d'objets, et aussi designer d'espace. Et après, du coup, tu C'est quoi choisis... designer d'espace? Parce que déjà, ça paraît très complet comme formation, c'est assez impressionnant. Designer d'espace, en gros, c'est l'architecte va construire un bâtiment et le designer d'espace va aménager le bâtiment. Pour faire très simple, parce qu'après je suis pas Oui, expert d'accord. dans cette formation-là. Mais voilà, c'est pour faire très simple, pour décrire la formation. Et au final, du coup, c'est véritablement le graphisme qui m'a le plus plu. Et j'ai continué dans cette voie avec un BTS en design graphique, option média numérique, parce que pour moi, c'était en gros l'avenir par rapport aux médias imprimés. Et du coup, je me suis retrouvé à côté de Grenoble pour cette formation-là. Et j'ai voulu continuer vers le master.
Et c'est là que je me suis retrouvé du coup à Strasbourg, à Illkirch-Grafenstaden pour les plus aguerris de la prononciation alsacienne. Une formation dans un lycée professionnel pour faire un master en design graphique qui regroupait aussi des formations de design d'espace et de produits qui étaient du coup imbriquées en une seule et même triformation. D'accord, donc en fait, tu as suivi des études qui sont extrêmement complètes, qui sont extrêmement variées, et tu avais déjà cette envie de faire du visuel. Donc, ce qui explique un petit peu tes vidéos d'aujourd'hui. Oui. On va y venir. Et j'ai vu la photo aussi, tu as été photographe. Oui, comment ça s'est passé? En fait, à chaque fois que tu es dans ces formations de design, on te donne un sujet et c'est toi qui choisis plus ou moins le média que tu vas utiliser pour faire le rendu de ton projet. Et d'ailleurs, on va dire, peu importe quel média tu vas utiliser, la photographie est un média qui te permet de donner à voir ton projet. Si tu fais un projet d'installation in situ dans un endroit, il va falloir le prendre en photo parce que les profs ne vont pas forcément venir dans cet endroit-là pour voir le résultat de ton projet. Du coup, il va falloir faire une captation vidéo, une captation photographique. Et donc, tout ce genre de choses m'intéressait déjà depuis, même avant les études, où, je sais pas, par exemple, si on fait un voyage avec mes parents, c'est moi qui vais prendre en photo le paysage et les architectures. Donc, j'aimais déjà travailler un petit peu tout ce qui est cadrage, composition, etc. Même si j'y connaissais absolument rien. Mais tu as fini par maîtriser ce domaine, par te sentir assez à l'aise. Et donc, tu as continué à faire des photos? Ouais, carrément. J'ai commencé à avoir mon premier appareil photo, pas les petits compacts, mais les gros appareils photo où tu peux changer les objectifs extérieurs, où tu peux beaucoup plus aller dans le manuel de l'appareil photo et gérer tous les paramètres. Justement, au début de mon BTS, et je trouvais quelques personnes à droite à gauche sur des sites comme Facebook, etc., qui voulaient justement, eux, des photos. Et je leur proposais des photos soit gratuitement, soit pour 20 balles, un truc comme ça. Et moi, ça me permettait de m'entraîner avec une personne qui pose devant moi. D'accord. Et comment ensuite tu passes à TikTok, à toutes les plateformes, YouTube? Parce que ce que tu fais, je vais essayer de définir ce que j'ai vu. Oui, tu me diras ce que tu en penses. En fait, tu es vraiment déjà dans la création totale. Tu utilises plein de supports différents, que ce soit un morceau de Porsche pour l'exposition des 75 ans de Porsche, si je ne me trompe pas. C'est la carrosserie. Je ne connais pas les morceaux. C'est une aile avant. Je savais pas moi-même. En fait, j'ai pris le morceau parce qu'il m'intéressait, mais je ne savais pas moi-même quel morceau de Porsche. Exactement. C'est après qu'on m'a dit genre d'accord, ok. Tu fais aussi énormément de dessins, mais tu parles aussi en fait de la formation classique, c'est-à-dire à un moment, moi j'ai trouvé ça sympa parce que tu reprends Bob l'éponge version Picasso, version Léonard de Vinci, et tu expliques justement que c'est bien d'avoir la technique pour ensuite casser les codes. Et est-ce que c'est pas un petit peu ce que tu fais complètement, et est-ce que ce n'est pas non plus ce que tu conseillerais aux gens qui aimeraient un peu se lancer dans la même voie, c'est de tout de même connaître les codes, connaître l'histoire, avoir une certaine technique pour ensuite s'amuser? Il y a certains styles artistiques qui sont par exemple le no style ou l'ignorant style, qui est beaucoup dans le domaine du street art et du graphe, qui serait plus apparenté à une personne justement qui a une volonté de n'avoir aucun talent ou aucun style et de faire à la Wall Again Peace to Fly et de faire n'importe quoi. À mon sens, ça peut être une bonne approche. Mais il y a une autre bonne approche qui serait de justement connaître les codes pour pouvoir mieux les briser, en gros. Comme le dit Picasso, il a passé toute sa vie à essayer de dessiner comme un enfant. J'ai voulu faire la bonne élève, je la connaissais l'expression. Mais en gros, c'est ça. C'est du coup commencer à apprendre à dessiner un visage avec ses proportions, etc. pour pouvoir justement ensuite en ayant conscience de ces proportions-là, les exagérer à l'inverse. Et c'est comme ça justement que procèdent par exemple ceux qui font de la caricature. Tous les dessinateurs qui font de la caricature dans la rue ou du dessin de presse dans la presse, ils ont commencé par une formation très carrée, on leur a appris, voilà, un personnage c'est comme ça, etc., etc. Donc à mon avis, c'est bien de passer par ce genre de choses. Pas forcément de se tuer à la tâche avec ce genre de formation, mais d'en avoir conscience.
Bah, ça, c'est une autre question. Souvent, on peut avoir l'impression que pour produire de l'art, pour créer, il faut souffrir. Et je crois que toi, tu transmets un peu un message de plaisir, de bonheur, de kiff. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Faut-il souffrir pour créer quelque chose de beau ou quelque chose qui pourrait faire écho? Ou bien on peut simplement se faire plaisir? À mon sens, non. Il faut toujours rechercher le plaisir et la passion. Si ça te fait plaisir de passer une cinquantaine d'heures sur un tableau avec des petits points, et ben pour certaines personnes, ça va être de la souffrance parce que ça va être long et chiant. Et pour d'autres, et ben ça va être un moyen d'extérioriser, de se concentrer sur une seule tâche et de penser à autre chose plutôt que de passer du temps devant la télé. Ça peut être un moyen de de s'évader, tu vois. Et du coup, ça ne va pas être une souffrance. Alors que pourtant, pour 99% des gens, ça va être perçu comme une souffrance. Donc, beaucoup de gens disent, ben voilà, l'art, c'est de la souffrance. Alors que non, en fait, c'est toujours de la passion. Sauf que, ben, il y a certaines personnes qui vont préférer une chose plutôt qu'une autre. Et moi, je préfère du coup dessiner un petit peu comme ça me vient, sans forcément penser à comment ça va rendre, à quelle couleur je vais utiliser, à faire un croquis à l'avance, un petit peu plus au feeling. Et c'est comme ça que j'aime procéder. Donc chez toi, tout est spontané. Et lorsque tu te lances sur TikTok, comment te vient l'idée en fait de conjuguer ta création avec les réseaux? Alors, conjuguer, je sais pas, parce que j'aime pas trop la grammaire et la conjugaison. Mais comment ça vient sur TikTok? En fait, j'ai commencé déjà les réseaux sociaux avec Instagram et YouTube un petit peu plus tôt, en 2016. Instagram même encore avant. Parce que déjà, Instagram, les profs nous demandent en quelque sorte d'avoir des réseaux sociaux pour montrer ce qu'on fait. Parce qu'ils sont quand même conscients que les réseaux sociaux c'est important, même si à mon sens pas assez. Voilà, ils nous demandent d'avoir des réseaux sociaux pour partager. Est-ce que c'est un peu comme un book, comme pour des modèles? Exactement. Exactement. D'accord. Ils nous demandaient aussi parfois, même pas forcément des réseaux sociaux, mais un site internet ou des trucs comme ça. Et ensuite YouTube en 2016, mais jusqu'en 2019, donc en soi en 3 ans, j'ai eu même moins de 1000 abonnés sur YouTube. Donc c'était vraiment très très peu. Je faisais mes vidéos toujours par passion qui me prenait un temps fou à tourner et à monter. Et en plus de ça, la qualité sur YouTube était en train de plus en plus augmenter, arriver aujourd'hui à des grosses productions. Mais dans ce cas, je vais me permettre de t'interrompre. Oui. Est-ce que pour toi, cette arrivée de grosses productions, c'est vraiment synonyme de qualité? C'est une vraie question, hein, parce que personnellement, j'aimais beaucoup les vidéos face caméra que je trouvais passionnantes à regarder. Ouais, donc, mais moi, si je fais une vidéo de face caméra, c'est soit il y a énormément de recherche en amont pour pouvoir parler de sujets intéressants artistiques, soit c'est une vidéo avec moins de recherche en amont, mais du coup, ça veut dire qu'il y a plein de multitudes de plans pour faire tel ou tel tableau ou tel live painting ou performance artistique, et du coup, ça demande un travail de montage beaucoup plus conséquent. Donc, j'ai eu des grosses productions, on va dire comme ça, mais qui m'ont pris pour certaines 6 mois à monter, quoi. 6 mois? Parce que... Et tu travailles en équipe? Tu non, travailles seul? Je travaillais tout seul à cette époque-là sur YouTube. Mais il y a un projet, justement, un pote qui m'avait dit vas-y, viens, on repeint une pièce entière chez moi. Alors, c'était un tout petit KGB, mais on était à 3, on s'est enfermé dans cette pièce. On a inhalé des odeurs à ne plus... Ah oui, c'est dangereux en plus. C'est super dangereux. Ne faites pas ça chez vous, vraiment. C'était très cool, en tout cas, ce projet. La pièce, c'est ouf dans le sens où tu t'allonges dans la pièce et tu es immergé de couleurs et de motifs et de peintures dans tous les sens. Et vous aviez créé quoi, justement? Ça donnait quoi comme ambiance? C'était plein d'explosions abstraites dans tous les sens, avec des petits aiguilles, des petits motifs. Et c'est le début de mon style en soi, c'était en 2018. Donc c'était il y a super longtemps. Mais c'est ce projet-là en particulier qui m'a pris 6 mois à monter parce que pendant 1 mois, ça te saoule, tu le fous de côté. Puis après, vas-y, tu te reconcentres un jour ou deux. Puis pendant 1 semaine, tu gères un problème avec le logiciel parce que ça ne marche pas. Enfin bref, il y a plein de contraintes. Donc aujourd'hui, oui, j'ai une équipe avec plusieurs monteurs qui travaillent sur certains projets. Donc ça m'aide à justement pouvoir produire plus de vidéos et aussi de meilleure qualité et aussi 1 fois par semaine. D'accord. Et est-ce que tu prévois tes vidéos en avance? Est-ce que tu as réussi à garder ce côté spontané ou bien il faut quand même préparer en amont?
Tu es obligé de prévoir en amont parce que les tournages se prévoient déjà en amont pour certaines idées que tu as, qu'ensuite il faut peut-être acheter du matériel ou alors il faut se rendre à un endroit en particulier. Une fois que tu as tourné le truc, du coup il faut envoyer au monteur le temps qu'il reçoive les rushs, que tu peut-être tourne 2-3 autres trucs en plus du style la voix off, une face cam, une intro, une outro. Ensuite, il t'envoie un premier rendu, tu valides, tu dis qu'est-ce qu'il faut modifier, etc. Tu lui envoies les retours, il t'envoie une deuxième version, peut-être il y a un deuxième échange pour une troisième version. Et tout ça, ça prend super longtemps parce que il y a mon planning qui se superpose au planning des gens avec qui je vais tourner et qui se superpose encore en plus après avec le planning du monteur. Donc c'est super long, quoi. T'es obligé de prendre de l'avance. Oui, effectivement, oui, c'est très professionnalisé. Ouais, c'est malheureux, je dirais. Je préférais que ce soit beaucoup plus spontané. Mais si tu as envie de faire une vidéo qui, d'autant plus maintenant avec les codes de YouTube, où c'est minimum 10 minutes, voire 20 minutes la vidéo. Donc là, tu suis les codes, les algorithmes, toutes ces choses-là, c'est important? Non, pas spécialement, mais parce que limite, il faudrait que je fasse des vidéos d'1 heure maintenant. Oui. Et moi, ça se limite à 15, 20, 25 minutes peut-être pour les plus longues vidéos. Mais déjà, rien que ça me demande énormément de temps et d'argent et j'arriverai pas à faire des vidéos d'1 heure, quoi. À suivre les tendances de YouTube, c'est trop compliqué. Oui, j'imagine. Il y a aussi une chose que je trouve très intéressante dans ton parcours, c'est que tu as exposé à de multiples reprises et tu es en interaction constante finalement avec tes abonnés. Donc tu as ton art, ce que tu crées, et tu as toujours les autres qui participent plus ou moins. Tu fais beaucoup de choses interactives. Et quels sont les avantages et les inconvénients de cette dynamique? Alors déjà, moi, je voulais pas forcément être connu sur les réseaux sociaux, avoir une grosse communauté, une fanbase ou être reconnu. Je voulais juste pouvoir avoir une certaine communauté. Je savais pas quelle taille, mais je voulais avoir une interaction avec une communauté. Pouvoir prendre des idées du chat, pouvoir proposer des projets participatifs. Je voulais avoir cette interaction avec une communauté. Aujourd'hui, je peux le faire et j'en suis super content. Et du coup, ce que je propose d'une part, c'était de prendre les idées justement des commentaires pour faire des petits jeux de mots, des petites idées ou des trucs comme ça, que soit j'essaie de les améliorer ou qu'on me propose juste le personnage et ensuite je trouve un jeu de mots avec, soit du coup, une fois que j'ai le jeu de mots, il faut que j'imagine comment on le représente, ce jeu de mots. Soit proposer des concours de dessin. Donc, on vous donne un thème. Ça, on fait ça tous les mois sur Discord, par exemple. Tous les mois, il y a un thème et chacun propose sa petite participation avec la technique qu'il veut. Et du coup, tous les mois, on regarde un petit peu toutes les propositions et on fait gagner 3 personnes à chaque fois. D'accord, donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'ultra interactif avec tout le monde qui participe et ça doit te faire plaisir. Ouais, c'est ça. Même justement sur Twitch, j'ai fait pendant 1 an. Là, je vais reprendre bientôt en octobre. Je sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais c'était toutes les semaines, je regarde les dessins des abonnés. Donc c'est pareil, ils participent sur Discord, parce que c'est plus ou moins le réseau social qui permet d'avoir une grosse interaction avec la communauté. Je sais que Joyka, par exemple, il utilise beaucoup Discord pour ça. Que ce soit des gens qui viennent de TikTok, de Snap, de YouTube, en général, tout le monde a Discord. Et du coup, là, ça permet que les gens ils postent leurs photos, toutes les photos sont regroupées à un endroit, et moi, je suis sur live et je scroll et je regarde toutes les participations de tout le monde. D'accord, donc c'est vraiment un travail d'équipe, c'est assez incroyable. Ensuite, il y a une autre chose que j'ai remarqué, tu vas me dire ce que tu en penses. Déjà, tu as sorti un bouquin, félicitations. Il s'appelle Bouquin, c'est pour ça que je l'appelle Bouquin, je ne peux pas l'introduire autrement. Un bouquin qui s'appelle Bouquin. Et tu inclus des citations, tu inclus des phrases de toi dedans. Et dans plusieurs de tes vidéos, j'ai remarqué que tu aimais mettre une voix off, que tu aimais faire passer un message. Est-ce que pour toi, la parole est aussi importante finalement que la création sur un support type dessin, peu importe? Alors déjà, la voix off, elle s'est développée parce que sur TikTok, il y avait du lip sync. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Le lip sync, j'arrive pas à le prononcer. Lip sync, c'est quand tu fais du playback par-dessus les paroles d'une musique, tout simplement. Playback, voilà. C'est la traduction de playback, enfin bref. Voilà. La danse, le sketch, et il y avait du coup la création artistique. Il y en avait très peu, mais voilà. Et la plupart du temps, c'était création artistique sur une musique. Moi, je me suis dit,
j'ai envie de raconter des trucs dans mes créations artistiques. Bah, du coup, le seul moyen qui me reste, c'est soit faire de la facecam, et du coup, bah, il n'y a plus la création artistique, soit bah, du coup de rajouter de la voix off. Et du coup, bah, voilà, la voix off, c'est créé comme ça, où au final, bah, avant je faisais sur mon ordinateur sans micro, c'était éclaté au sol, et ensuite, bah, du coup, TikTok a rajouté ces fonctionnalités-là, qu'on puisse faire de la voix off avec leur application directement. Donc j'étais en soi un des premiers à faire des vidéos avec de la voix off, parce qu'en fait, je tournais tellement de trucs, mais je voulais raconter ce que je faisais. C'est ça, t'aimes bien raconter l'histoire en fait. Ouais, c'est ça. De Et je trouve pourquoi ça j'ai fait intéressant ça, à regarder. d'où est-ce que j'ai trouvé tel matériel, de qu'est-ce que j'ai voulu représenter, etc. Comme quand tu vas dans un musée, tu as un petit cartel à côté pour t'expliquer qu'est-ce que c'est l'œuvre, quels sont les matériaux, etc. Et du coup, bah voilà, j'ai posté mes vidéos avec de la voix off, ça a super bien marché. Et au final, bah, y a plein de gens qui ont suivi le truc, quoi. Quitte à raconter plein de choses, autant communiquer des beaux messages, des messages d'encouragement, comme tu l'as dit du coup au travers du bouquin, où ça me permettait de encore plus créer ce genre d'interaction avec la communauté, parce que déjà le bouquin était choisi sur un papier couché, donc c'est-à-dire, enfin, je sais pas comment ça s'appelle exactement, c'est impression, papier couché, enfin bref, les termes. Bon, là, tu me perds un petit peu, mais je vais hocher la tête comme si je comprenais. Mais en gros, ça veut dire qu'on peut dessiner sur le papier. Et c'est pas comme un papier glacé, comme la plupart des impressions d'art avec des images. On peut dessiner par-dessus tes dessins. Exactement. C'est comme un livre roman, tu vois, mais avec des images. Ah, donc tu peux le modifier en fait. Donc tu peux dessiner par-dessus les dessins. Il y avait certaines pages vierges où les gens peuvent s'exprimer dessus, ou alors, par exemple, les textes étaient marqués avec des grosses formes, donc en gros, ils peuvent remplir les textes ou des trucs comme ça. D'accord, bah écoute, super. Là-dessus, j'aimerais quand même savoir quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui souhaiterait se lancer sur TikTok avec un projet très original comme le tien. Quels sont les risques à prendre, comment gérer le stress, comment gérer la peur aussi, la peur de l'échec, comment prendre aussi comment vivre avec les mauvais commentaires, toutes ces choses-là en fait que les gens peuvent peut-être appréhender avant de se lancer. On peut répondre aux commentaires sur TikTok. Faut pas hésiter, enfin répondre aux commentaires en vidéo. Donc faut pas hésiter justement à prendre des commentaires négatifs, les afficher en vidéo en disant genre tu me critiques, bah ouais ok, du coup je t'affiche devant tout le monde. Ça peut être une bonne technique pour non mais j'en vois beaucoup faire ça. Mais en fait tout simplement parce que critiquer négativement c'est pas forcément la bonne solution, d'autant plus que si c'est pour dire c'est moche, t'es nul. Voilà, si c'est pour dire ah peut-être t'aurais pu utiliser cette technique-là, tout ça, pourquoi pas? Et du coup, prendre en compte ces commentaires négatifs constructifs pour s'améliorer et ne pas regarder les commentaires négatifs insultants, quoi, qui servent à rien. Et à part ça, la peur, comment tu la dépasses? Parce qu'au début, quand tu t'es lancé, t'avais pas un peu peur quand même de montrer en fait ton travail aux autres? En fait, non, il faut que ce soit une passion. Si au final tu fais tes vidéos par contrainte et par peur d'avoir des mauvais retours ou par peur tout court, il faut, à mon avis, ne pas se lancer. Vaut mieux. D'accord. Pourtant, il faut pas dépasser cette peur-là pour ensuite avoir quelque chose de mieux, peut-être. Ça peut être une manière justement d'essayer effectivement de dépasser sa peur. On dit tout le temps combattre le mal par le mal, ou tu combats ton arachnophobie en prenant une araignée dans les mains. Mais à mon sens, il faut quand même que ce soit une passion, une volonté assez forte, plus forte que de se prendre des commentaires négatifs. Oui, c'est ça, une volonté qui est plus forte que la peur finalement. C'est ça, exactement. Dans le sens où moi, si je m'en fous des commentaires négatifs, c'est parce que ça me fait plaisir de poster des vidéos avant tout. Et même s'il y avait 0 commentaire, ça me ferait quand même plaisir de partager ce que je fais. Donc voilà, il faut que ce soit passionnel avant tout. Donc toi, tu partages vraiment avec le cœur en fait. Ouais, c'est ça. C'était pas un esprit business, c'était vraiment une envie. Bah non, parce que même justement, je poste plein de vidéos avec des nouvelles techniques, des nouveaux outils où je suis absolument pas sûr que ça marche.
Des fois, c'est un flop total. Et des fois, je fais un truc avec de la résine et la vidéo, elle fait un buzz de ouf. Oui, il y a Alors toujours un que- truc inattendu aussi. Voilà, c'est ça. Ça t'arrive de te dire, ah ça c'est génial, je trouve que c'est Ouais. bien ce que j'ai fait, le montage est cool. Et finalement, bah ça provoque pas plus de Non, réactions que c'est, ça. c'est vraiment du tout rien, quoi. C'est- Et d'autres fois où tu te dis, bon, ça c'est un peu moyen, je le poste Voilà, et ça cartonne. Et ça cartonne, grave. Et par exemple, le truc avec de la résine, je pense que ça a cartonné parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles d'un débutant avec de la résine. Mais au moins, du coup, tous les commentaires, il y en a certains qui étaient assez vénères, mais pour la plupart me disaient genre, ah, il faudrait que tu utilises des gants, il faudrait que tu utilises un masque, etc. Ce qui effectivement, après le recul, ça me paraît normal. Oui, mais sur le Mais moment, sur non, le pas du moment, tout. je me suis dit, bon, oh, c'est vrai, c'est de la résine, c'est un truc que tu mets, tu coules, ça sèche, quoi. Mais non, en fait, c'est hyper dangereux et c'est très toxique. Et du coup, c'est le genre de choses que j'avais pas forcément réfléchi avant, quoi. Ah bah donc heureusement qu'ils sont là, les personnes Ouais, qui carrément. commentent pour te mettre un peu à l'abri. Non, c'est vrai. Et Non, mais toi après, déjà, on le remarque avec les doigts, hein, j'ai du vernis, mais bon, la Ah bah peinture, ça c'est elle reste très dessus. bien. J'aime beaucoup aussi tes C'est, vidéos par rapport au vernis. Ouais. C'est que c'est très bien de mettre du vernis, c'est unisexe, normalisons ça. Mais j'ai souvent tendance à ne pas mettre de gants et du coup, je me retrouve les mains pleines de peinture, quoi. Oui, mais ça va bien avec le look. Moi, je trouve ça très bien. Ouais, parfait. Je trouve ça très cool. Mais qui plus est, en plus de ça, par rapport au vernis, quand on se peint les mains, sans faire exprès, la peinture sur la peau, sur tous les doigts, parce que on manipule plein de choses, la peinture sur les doigts, elle part. Par contre, sur les ongles, elle a du mal à partir. Donc, c'est souvent les ongles qui se retrouvent plus longtemps peints, même si tu te frottes les mains, tu grattes et tout, ça galère à partir. Donc autant les peindre directement de base, et comme ça, ils sont tout le temps décorés, plutôt que d'être des fois décorés un peu à moitié, machin, tout ça, et t'as l'impression d'avoir les ongles tout le temps sales, et bah là au moins ils sont décorés, et même s'ils sont peints en même temps, ça se voit pas. C'est parfait. Super. Et enfin, pour finir, j'aimerais savoir quels sont les artistes qui t'inspirent, qui t'ont vraiment inspiré quand tu étais plus Wow. jeune, qui t'inspirent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu recommanderais à des personnes qui ne s'y connaissent pas très bien en art, film, peinture, peu importe. Ouais, Vraiment, quelles sont tes inspirations et les choses que tu souhaiterais que les gens voient? Il y en a plein, il y en a trop. Concernant les films, je dirais, j'apprécie beaucoup la réalisation de Christopher Nolan, avec plutôt ses anciens films du style Le Prestige, Interstellar, bien sûr, qui est quand même assez récent, et Inception. Donc vraiment, je suis fan de Christopher Nolan concernant les films. Mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est animation, dessin animé, animation et stop motion. Voilà, c'est gros mythes, tous les Disney, les Pixar. Pixar, je préfère un petit peu parce que ça change un petit peu de l'histoire traditionnelle princesse, prince charmant. Mais vraiment, faut pas hésiter à regarder des trucs qui sont destinés à des enfants parce que les univers sont extrêmement colorés, féeriques, etc. Et je trouve que ça donne beaucoup d'inspi. En plus de ça, c'est facile à reproduire en dessin, c'est super. Ensuite, concernant l'art, je sais pas, là vraiment il y a plein d'artistes, que ce soit Basquiat, Andy Warhol, Keith Haring, Cause, Buff Monsters, James Lewis, Art of Bust, Piotr, pour citer un petit peu plein d'artistes différents, que ce soit connus, français, décédés ou encore vivants. Mais il y en a vraiment plein et beaucoup trop, et j'en découvre encore très récemment. J'ai découvert un gars qui s'appelle, je crois, La Tamponnerie, et il fait des tampons qui sont gravés au laser. Mais en gros, par exemple, il va faire un squelette avec un tampon, c'est un os, un tampon c'est un crâne, un tampon c'est la cage thoracique et un tampon c'est la main. Et c'est toi qui composes ton squelette avec les tampons. C'est génial. Le procédé artistique est juste, bah, il fait les tampons et il t'envoie l'encrier et c'est toi qui composes ton œuvre. C'est trop bien. Et du coup, j'ai découvert ça cette semaine. Donc voilà, j'en découvre tous les jours. Et pour trouver mes inspirations, il faut juste regarder qui je suis sur Instagram parce qu'il y en a vraiment. Justement, est-ce que des tu pourrais centaines. nous citer au moins 2-3 comptes que tu recommandes vraiment? Moi, je t'en ai cité. C'est tous des comptes Instagram? 2-3 comptes que je recommande vraiment. Moi, il n'y aurait pas une personne que je vais voir tout le temps son contenu pour voir ce qu'il a créé de nouveau et de m'en inspirer. C'est vraiment, je zone sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Donc toi, tu cherches, tu regardes Ouais. ce qui te plaît et ensuite... Et c'est insupportable d'ailleurs dans le sens où je n'arrive pas à me souvenir d'où me vient l'inspiration. Donc parfois je screen pour essayer de me souvenir, genre ok, ça c'est inspiré de lui.
Et j'essaie de marquer dans les descriptions des vidéos en crédit. Mais en gros, ça vient d'un truc. Et parfois, je ponds un truc 2 ou 3 ans plus tard d'avoir vu qui t'est l'inspiration. venu bien avant. Ouais, c'est ça. Donc, impossible de retrouver l'inspiration. Mais aussi, c'est de faire des trucs pas que sur les réseaux sociaux. Donc, comme disait le cinéma. Donc, bah voilà, aller au cinéma, visiter des musées. Ton musée préféré à Paris? Le Louvre. Ah, le Louvre, d'accord. Ouais, Quelle même partie? si c'est très traditionnel. En fait, je vais beaucoup au Louvre pour dessiner les statues, tout simplement. D'accord. Et sinon, à Paris, je sais pas s'il y a vraiment un musée qui propose beaucoup d'art contemporain, mais je sais qu'il y a le Palais de Tokyo qui est très sympa. Ouais. Et sinon, c'est même pas forcément un musée en particulier, mais c'est Les différentes expositions en visiter plein de fonction musées, de voilà, c'est ce ça. qui t'intéresse. Et puis en plus de ça, il y a des expositions qui sont temporaires dans le sens où il y a un musée qui va être intéressant à tel moment et tout à à un autre moment, l'exposition temporaire va moins te plaire. Donc voilà. Il y a la Fondation Louis Vuitton qui est super aussi à Paris, c'est vraiment incroyable. Ne serait-ce que pour l'architecture, sans parler des expositions qu'il y a à l'intérieur. Super, eh bien Voilà. merci beaucoup. Mais de rien. Je te remercie pour l'interview, mais on a encore quelque chose. Ah, Une petite surprise pour toi, j'espère que tu as un peu faim. T'as mangé? j'ai mangé sushi, ouais, mais pas de soucis. T'aimes s'il le faut sucré? Oui, oui. Oh les petits plaisirs de nain, ouh là là, oh les petits plaisirs de nain, Paulina. J'ai simplement choisi en fonction des couleurs, comme je sais que tu aimes mettre des couleurs pop. Je me suis dit que le rose, ça allait être sympa. Et tu vas deviner le goût. Voilà, en plus tu devines le goût, ce n'est pas fraise. Ça aurait été trop évident. Ah bah oui, oui. T'avais prédit que un j'allais être habillée en merveilleux. rose, c'est ça? Je me doutais qu'il y aurait du jaune. Je sentais le jaune, le rose, le vert. Et honnêtement, on y est. C'est un merveilleux. Comment? Ça se nomme un merveilleux. Ça se nomme merveilleux. Et il s'appelle excentrique, celui-ci. Ok. Vraiment fait pour toi. Ce n'est pas moi qui l'ai cuisiné, donc tu peux dire que c'est pas très bon. Hein. Je suis très mauvais en test. En de goût. tasse de culinaire. Pour moi, il est bon. Il est bon. Voilà, c'est goût bon. Goût bon. Et c'est. Et si tu devais donner un fruit à ce goût bon? Un fruit? Bah, normalement, il y a un parfum en tout cas. Ok. Ça a le goût de. Ça a pas le goût de fraise. Cerise? Oui. C'est ça? Ouais. Ah, trop bien. Je suis vraiment fière que tu l'aies trouvé. Ça, c'est ma petite joie personnelle. Ah, Ce je suis fut- très mauvais en goût. Quand ça a le goût et pas la texture du truc, je suis perdu. Quoi. C'est quoi le délire? Bah, heureusement qu'il y avait la couleur pour Non. t'orienter un petit peu. Non, non, c'est pas rose une cerise. Écoute, excentrique, rose, j'ai déjà tout donné. Santé, merci à vous. Hop, il est merveilleux, si c'est un merveilleux. Oh. Et il est merveilleux. Voilà. On finit sur un beau jeu de mots de la part du... Maintenant, j'ai peur de dire peintre pitre. Parce que j'ai vraiment envie de dire pente à chaque fois, c'est terrible. Mais on se prend une pinte après si tu veux, y a pas de souci. C'est terrible, je ne vais pas y arriver avec ce peintre pitre, peintre pitre. Bon, eh bien, merci peintre pitre. Merci à vous. Et abonnez-vous. C'était Anna Paulina. Vous pouvez retrouver l'interview en intégralité sur Iconstar avec Peach Farmer et Bruno Graffer. Oh les petits plaisirs.